Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de la Cramp Academy. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de rentabilité. Vous connaissez sans doute déjà les solutions Easy Concept de Cramp et qui se déclinent en 4 univers. On a l'Easy Retail pour la partie magasin libre-service, l'Easy Warehouse qu'on a pu vous présenter dans un précédent webinaire sur tout ce qui concerne le stockage de pièces. On a l'Easy Workshop pour la partie atelier et les Easy Service pour vous accompagner sur de nombreuses problématiques. Donc, vous l'aurez compris, l'optimisation de votre entreprise et de votre atelier est au cœur de cet Easy Concept proposé par Cramp. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous souhaitons vous proposer un webinaire axé sur la rentabilité et la profitabilité de votre entreprise. Donc, nous avons fait appel à Eric Serceau, notre consultant financier, afin de vous donner des pistes d'amélioration sur ce sujet. Comme d'habitude, pendant la séance, vous allez pouvoir nous poser des questions via le chat qui se trouve sur le côté droit de votre écran. N'hésitez pas, nous allons y répondre tout au long de la séance et si besoin, nous prendrons également un petit temps à l'issue de ce webinaire. Donc, je vais vous laisser en compagnie d'Eric Serceau et je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Eric, oui, est-ce merci. que vous êtes là? Merci, bonjour. Marie, je suis là. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Je vois assez nombreux, donc c'est très bien. Je vais me présenter rapidement. Donc, Eric Serceau, je dirige la société La Vroom Team, qui est une société de services et de conseils que j'ai créée en 2009 avec quelques associés et toute une tribu de gens de terrain, on va appeler ça comme ça, très spécialisés sur l'optimisation des organisations qui vendent et qui réparent du matériel avec des roues et des moteurs. Donc, bien sûr, le matériel agricole, par l'intermédiaire de la société Cramp, majoritairement. Et puis également, dans le monde du véhicule industriel, le monde de la moto, de l'auto, et j'oublie aussi le véhicule de loisir. Voilà. Sachant que le sujet optimisation de la prévente, c'est un sujet que nous traitons beaucoup et souvent, et qui aujourd'hui apparaît comme un sujet assez important dans l'esprit d'avoir des entreprises les plus agiles possibles, non seulement, alors bien sûr par rapport au contexte 2020 que nous avons connu et qui se poursuit, mais également en règle générale, de façon à être moins tributaire des marges et de la rentabilité qui vient bien sûr de la partie matériel neuf et d'occasion. Voilà, alors je pense que Marion va positionner une présentation que nous avons, sachant que l'idée, c'est de pouvoir en fait vous donner un peu de théorie, je dirais, sur le sujet, hein, dans un premier temps. On va faire quelque chose d'assez simple hein, sur le côté théorie. On va surtout vous présenter, je dirais, des exemples concrets. Et l'espace de ces 30 minutes, hein, sachant que c'est un sujet assez vaste, on va se contenter, entre guillemets, d'éveiller des pistes qui vont vous servir de façon à pouvoir observer dans vos organisations ce qu'il est possible, le cas échéant, de faire. Donc, on va commencer un petit peu par la théorie. Et la première approche que je vous propose, c'est de repartir des fondamentaux. Donc, voilà, c'est la séance cours de gestion. Hein. Là, on est face à un schéma qui vous donne tout simplement une photo d'un compte de résultats, tel que certainement vous l'avez déjà. On l'a schématisé, bien sûr. Le compte de résultats, c'est on peut dire c'est une photo, mais on peut dire aussi que c'est un film hein, qui se déroule au fur et à mesure de l'année, de l'exercice, avec bien sûr d'un côté des produits, du chiffre d'affaires, donc des clients, hein, ça c'est quand même la base de tout. Et en fréquentation des ateliers, on va y revenir, mais c'est vrai que plus on en a et mieux on les traite et plus on a des chances de faire du chiffre d'affaires. Et puis ensuite, bien sûr, des charges. Alors quand on parle de charges les plus directes sur un atelier, ce sont les salaires, la main-d'œuvre avec les charges sociales, mais également des frais de maintenance, bien sûr, du matériel, des aspects un petit peu entretien des locaux, des choses comme ça. Je reviendrai dessus en détail. Et puis, bien sûr, pour la partie magasin des pièces techniques, on va avoir d'un côté des achats, de l'autre côté, bien sûr, la revente de ces pièces, et puis un stock au milieu dont il faut tenir compte. Donc, on va obtenir avec ça un premier résultat d'exploitation. Le but étant, et dans nos 30 minutes ici, de voir comment on peut le rendre le plus puissant possible. Parce qu'en fait, après, dans ce compte de résultats, on ne va faire quasiment que des soustractions. Hein, si je prends par exemple les produits financiers, à une époque, il y a 10-15 ans de ça, quand une trésorerie était positive, le banquier avait des taux pour des petits placements temporaires. Aujourd'hui, c'est fini. On a plutôt, par rapport à ça, bien sûr, plutôt des frais financiers. Hein, surtout, les taux des prêts sont très, très bas en ce moment. Mais c'est vrai qu'on peut avoir éventuellement du découvert, des choses comme ça.
Et ensuite, quand on passe aux produits exceptionnels, c'est vrai qu'on est aussi plus souvent en soustraction qu'en résultat positif, tout simplement parce qu'il s'agit de charges exceptionnelles. Les charges exceptionnelles pouvant venir d'anomalies dans le fonctionnement qui se traduisent peut-être par un litige, lequel litige se traduit peut-être par un procès et bien sûr une pénalité, tout ça étant surtout à éviter. Mais nous irons voir un petit peu à quel moment ça peut intervenir et surtout détecter quels sont les germes de tout ça dans une organisation. Donc voilà, donc l'activité de la prévente, on va aller un petit peu plus loin ensuite, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'assurer la ligne de flottaison et plus, on va dire, du navire que représente votre entreprise. Alors là, on a un exemple, c'est pas une moyenne, ça a vraiment valeur d'exemple que je prends volontairement pour expliquer que sur une sorte d'organisation qui entretient et qui vend du matériel agricole, vous avez quelques données chiffrées sur la volumétrie. On s'aperçoit, si on regarde tout à fait à droite, que près de 60% des résultats en fait, qui sortent au plan financier de cette activité viennent de l'activité main-d'œuvre, donc qui sort bien sûr de vos ateliers et éventuellement des camions ateliers, bien sûr, plus les marges sur les pièces. Donc ça, c'est quelque chose qui est un exemple et qui est représentatif, je dirais, de cette proportion assez facilement de la profession. Alors, il y a des tendances que l'on observe, même indépendamment de l'aspect contexte Covid, avec parfois une régression sur certaines activités. C'est-à-dire que si on poursuit un peu cet exemple sur son évolution, on va avoir effectivement une chute probable des marges sur, par exemple, la vente de matériel neuf, sachant que c'est une tendance, mais c'est pas forcément partout de la même façon et bien sûr à différents moments. Ça dépend aussi des marques que vous avez. Ça dépend de la façon dont on gère, bien sûr, les remises sur objectifs, les choses comme ça. Le matériel d'occasion, pour certains, c'est une source, par contre, grandissante de marge, et tant mieux. Et c'est vrai que, par contre, l'érosion de la manœuvre, on la constate assez souvent, et pas seulement dans votre domaine, on le voit aussi dans le poids lourd, par exemple, tout simplement parce qu'on a tendance à avoir un petit peu moins, on va dire, d'heures facturées. Alors, pour des tas de raisons, et on va en voir quelques-unes ensemble. Alors, comment corriger ça? Parce que c'est vrai que quand on est chef d'entreprise et qu'on se retrouve dans cette situation, et qu'on a 25 personnes ici dans l'équipe, il n'y a pas forcément sur-effectif, bien sûr. La question qu'on se pose, c'est comment faire perdurer l'entreprise, éviter, bien sûr, de se séparer des collaborateurs, des collaboratrices. Et la solution, elle est sur l'écran que vous avez maintenant, à savoir pouvoir remonter le niveau d'activité de votre atelier. Donc, sachant que comme le premier client de votre atelier, c'est votre magasin sur les pièces techniques, ça va engendrer directement une reprise, on va dire, de la rentabilité. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Il y a une petite notion qu'on aperçoit sur laquelle je reviendrai, c'est le taux d'absorption des frais fixes. Là, il y a marqué TAF en bas du petit ticket jaune. Et c'est vrai que ce taux d'absorption des frais fixes, plus il est haut, et mieux on se porte. En fait, c'est la possibilité d'aller chercher le paiement, ni plus ni moins, de toutes les charges fixes de l'entreprise ou d'une grosse partie avec les résultats qui sortent de l'atelier du magasin. Donc ça, on en fait vraiment un objectif, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'avoir, notamment dans vos tableaux de bord, dans vos indicateurs. Alors, on va aller un petit peu plus en détail pour suivre sur certaines lois de profit en fait des activités services. Et là, je commence par le magasin de pièces. Quand je parle du magasin de pièces, ça peut être considéré dans sa globalité, éventuellement avec le libre service, mais ça peut être aussi juste la partie pièces techniques fournies à l'atelier. En fait, si on part du coin en bas à gauche de ce graphique, c'est comme si on avait lancé une activité. Peut-être vous ouvrez un nouveau site, et c'est vrai qu'au départ, il faut que le chiffre d'affaires s'installe. C'est-à-dire on commence à vendre quelque chose. On va arriver à un seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train, à ce moment-là, avec le chiffre d'affaires et ce qui se dégage en termes de marge, de tout simplement payer les salaires et les charges salariales, bien sûr, de l'équipe magasin, plus des frais, je dirais, fixes, qui sont liés à l'exploitation du magasin. On ne parle pas encore des frais fixes, je dirais, de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va commencer à dégager de la marge. Cette courbe, vous la voyez, elle grimpe avec une pente assez marquée jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça s'infléchisse, tout simplement parce que les ultimes euros de chiffre d'affaires que vous faites sont parfois assortis de marges plus faibles, tout simplement parce que vous allez peut-être vendre beaucoup plus à des professionnels. Tant que vous vendez des pièces à votre atelier, généralement, il n'y a pas de remise, ou très rarement. Par contre, dès qu'on va commencer à vendre au comptoir ou à des professionnels qui vous achètent ces pièces, effectivement, on va avoir des remises. Mais sachant que l'idée, c'est de pouvoir aussi récupérer des bonus selon les fournisseurs que vous avez.
Après, vous observez un petit coin noir sur lequel il y a marqué stock mort, si vous le voyez bien écrit en rouge. C'est vrai qu'il y a des risques de perdre de l'argent avec ce fameux stock mort. C'est-à-dire qu'on a en stock des pièces et on se rend compte un peu trop tard pour diverses raisons qu'elles ne sont plus facilement commercialisables ou alors à vil prix. Hein, on peut déprécier bien sûr au fur et à mesure, il y a des règles pour ça. Mais si on est obligé de détruire ces pièces pour faire ne serait-ce que de la place, on va subir une perte. Donc ça fait partie des choses qu'on va éviter. On va s'intéresser beaucoup à tout ce qui est manque à gagner, mais également ce genre de sujet qui est en fait un vrai risque de perte. On va avoir la même chose sur l'atelier avec un peu de complexité supplémentaire. C'est-à-dire qu'un atelier, en fait, il faut bien sûr qu'il y ait des clients et du matériel qui soient dans votre atelier pour qu'on puisse travailler dessus et qu'on commence à faire du chiffre d'affaires, sachant que le chiffre d'affaires d'un atelier, c'est que de la main-d'œuvre hein, dans la façon dont on l'aborde ici. Tout ce qui va être pièces était sur le magasin. Je préfère le préciser parce que ce n'est pas toujours le cas dans les modes de gestion, ça dépend des établissements. Alors, premier paramètre, je viens de l'évoquer, est-ce que j'ai suffisamment de fréquentation avec mes clients pour que mon équipe soit occupée? C'est-à-dire qu'il y a une particularité dans un atelier, et la main-d'œuvre en règle générale, c'est que ça ne peut pas se stocker, contrairement aux pièces. Les pièces, je reviens juste dessus rapidement pour faire la comparaison. Si vous avez un trimestre où vous faites que 80% de l'objectif en termes de chiffre d'affaires, et que le trimestre d'après, vous faites 120%, ça veut dire qu'au global, sur le semestre, vous aurez fait 100%. Sur la partie atelier et la main-d'œuvre, et ça, c'est un point extrêmement important, si un de vos techniciens aujourd'hui travaille, je dirais à mi-temps, sans être péjoratif parce qu'il n'y a pas suffisamment de boulot, bah les 4 heures ou les 3 heures et demie qui sont ainsi perdues ne seront jamais rattrapées. En fait, c'est irrattrapable. Donc, il faut s'assurer un petit peu avec le principe d'une clé à cliquer, en quelque sorte, que l'on va charger régulièrement cet atelier, même si on sait qu'il y a bien sûr un phénomène de saisonnalité dans la profession. Et deuxième paramètre très important aussi pour les ateliers, c'est la capacité à fournir, sur la base d'un temps passé sur le matériel, je dirais une prestation facturable dans les mêmes temps ou éventuellement un petit peu plus. Donc ça fait partie des indicateurs aussi que vous devez avoir, à savoir en proportion d'une heure pointée, combien d'heures je facture. Généralement, on estime qu'il faut être à peu près à 105, 110%, voire un petit peu plus sur des opérations courantes. Et là aussi, on a un risque de perte, tout simplement sur un litige client qui irait au tribunal, hein, qui fait qu'à un moment donné, certains professionnels, malheureusement, sont obligés, je dirais, de payer une indemnité, des dommages et intérêts, des choses comme ça. Bon, ça, c'est la version un petit peu lourde de la chose. Mais c'est vrai qu'au quotidien, dans des boulettes qui peuvent exister, on se rend compte qu'il y a souvent soit une remise, soit l'annulation d'une facture parce qu'on s'est loupé. Et c'est vrai que ça vient obérer, bien sûr, le résultat. Donc voilà un petit peu pour les lois de profit. Après, pour aller un petit peu plus loin et notamment revenir sur le taux d'absorption des frais fixes, en fait, on va parler un petit peu comme des comptables. Alors pardonnez-moi dans cette partie théorique, ça vous parle peut-être pour certains, mais sinon on va le traduire. Alors EBE, excédent brut d'exploitation, nous disent les comptables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre, bien sûr, par exemple pour l'atelier, le chiffre d'affaires, la somme des factures, on va soustraire de ça la main-d'œuvre, par exemple, on verra tout à l'heure un tableau dans l'exemple qui suit, et on va aller jusqu'à déduire tous les frais de fonctionnement de l'atelier. C'est-à-dire qu'on va enlever, je sais pas, la maintenance du matériel, peut-être les frais aussi liés à vos camions ateliers, de façon à tirer un trait en bas et obtenir un résultat, donc le fameux EBE. On va faire pareil pour le magasin, sachant que la somme des deux, EBE atelier plus magasin, on va additionner ça et on va diviser par les frais fixes de l'entreprise. Les frais fixes de l'entreprise, vous avez ma petite pirogue là, qui vous indique que ça peut être bien sûr les frais que vous connaissez, je dirais les frais de comptabilité, les frais de l'énergie, la téléphonie, les impôts bien sûr, les frais de holding, certains d'entre vous ont des holdings et tant mieux, je dirais, font une refacturation de frais, les frais de direction, enfin tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui existe, même si vous n'êtes pas en activité le jour J. Hein, à partir du moment où votre entreprise fonctionne, c'est qu'elle a ces frais-là. Et là, l'intérêt de l'approche par le taux d'absorption des frais fixes, c'est de se dire, finalement, mes résultats ateliers et magasins cumulés, quelle proportion ils ont la possibilité d'absorber sur les frais fixes. On estime que si vous êtes au-dessus de 75%, ça donne de l'agilité en fait financière à votre entreprise. Ça veut dire que vous êtes moins tributaire des marges sur les matériels neufs et d'occasion que vous vendez. Si on descend en dessous de 50%, il faut être extrêmement prudent, surtout dans le contexte actuel. Ça veut dire d'une part que on va être très tributaire des marges sur les véhicules, hein, comme je disais tout de suite, sur le matériel neuf et d'occasion, mais aussi dans le contexte, on va peut-être avoir des difficultés
pour dégager en fait des flux financiers qui permettraient par exemple de rembourser facilement les emprunts. Et si je parle en ce moment d'emprunt, je pense au PGE, dont certaines échéances peut-être seront repoussées, mais qui est quand même un critère extrêmement important dans la profession aujourd'hui. Donc plus on dégage de rentabilité à l'après-vente, plus on va absorber les frais fixes et mieux on va se porter aussi en termes de trésorerie, donc pour être plus à l'aise sur des remboursements de prêts. Alors, on va aller peut-être maintenant sur un exemple, sachant que c'est un exemple qui résume des cas concrets, un cas pratique, hein, bien évidemment, qu'on a un petit peu scénarisé, mais qui reprend des éléments. On ne va pas rentrer beaucoup dans le détail, on va prendre 3 hypothèses, et là, je m'en remets à Cécile et Paul, hein, qui sont donc des gens que l'on a croisés, qui sont bien sûr des exploitants de concessions de matériel agricole, récemment lancés dans la profession, sachant que Paul a un milieu familial qui vient de là, et Cécile est plutôt d'origine comptable. Et c'est vrai que ces jeunes gens ont décidé, effectivement, avec beaucoup de courage, en 2019, de lancer, de reprendre une exploitation qui existait, enfin quand je dis une exploitation, une concession, bien sûr. Hein. Alors, quelques éléments sur cette concession pour vous situer la taille, sachant que c'est une affaire, en fait, où l'équipe a été reprise dans son intégralité. C'est plutôt une équipe d'ailleurs qui fonctionne en bonne entente, hein, mais qui a des habitudes de travail, sachant que le précédent concessionnaire, parti à la retraite, avait pas forcément visualisé les axes sur lesquels on va travailler. Alors Cécile et Paul ont récupéré des chiffres au bout d'un an d'exploitation avec leur comptable, et là vous avez un tableau qui correspond très en détail, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous avez tous les chiffres de ce qu'on appelle à gauche le BE atelier, le résultat atelier ou le BE atelier, et à droite, le BE magasin. Quand vous faites la somme des deux résultats avec les petites flèches qui se rejoignent, vous avez un résultat de 181 356 € dans cet exemple. Sachant que chez eux, les frais fixes annuels, c'est 450 000 €. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un taux d'absorption des frais fixes de 40%, 40,3%. Pas très élevé, et c'est vrai que là, on est dans la phase un petit peu critique de l'histoire, et c'est vrai qu'ils se sont posé les bonnes questions, on les a aidés, de façon à voir ce qui pouvait obérer ces résultats. Hein, sachant que quand on regarde l'organisation, l'équipe, on a l'impression, enfin c'est pas qu'on a l'impression, c'est que ça travaille, il y a du boulot, mais on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Alors plusieurs pistes ont été explorées, et la toute première consiste en fait à se dire mais est-ce que finalement on a une façon de travailler à l'atelier qui permet à nos techniciens d'être 100% opérationnels. Alors vous allez dire de quoi ils parlent. Tout simplement, en fait, le plus grand ennemi d'un atelier, je vous disais, la main-d'œuvre ne se stocke pas. Le plus grand ennemi de l'atelier, c'est le temps perdu. Hein, donc, si on regarde peut-être sur le slide suivant, Marion, merci. Si on regarde en fait ce qui se passe, donc là, un petit retour sur l'équipe. Donc, un chef d'atelier, 4 mécaniciens, 2 magasiniers. On facture en moyenne 65 € hors taxe au client final. Et puis, bien sûr, une particularité, c'est qu'il y avait pas mal de clients ici qui sont très fidèles à l'entreprise, mais sur une période qui n'est pas la saison haute, en l'occurrence, on avait déjà 20 jours de délai, donc ce qui était un petit peu surprenant. Et bonne réputation dans l'absolu, et les clients aiment bien, effectivement, peut-être même un petit peu trop de temps en temps, venir discuter avec tout le monde. Alors, première travail, j'avais un petit peu anticipé tout à l'heure. En fait, Cécile et Paul se sont rendus compte que les mécaniciens, au fur et à mesure des travaux qui leur étaient confiés dans l'atelier, allaient eux-mêmes chercher les pièces dans les rayonnages du magasin. Alors, ils ont d'abord trouvé ça plutôt positif, parce que ça veut dire que ce sont des techniciens qui connaissent effectivement leur sujet et sont capables d'aller choisir les bonnes pièces. Et puis, au fur et à mesure du temps, ils se sont rendus compte quand même que ça présentait plusieurs inconvénients. Le premier, c'est que ils ont pris le chronomètre. Hein, là, vous avez Cécile qui est comptable dans l'âme, mais également gardienne du temple, et qui a dit à ses gars, écoutez, c'est pas compliqué, je vais vous suivre, et puis on va voir combien de temps ça vous prend. Et ils se sont rendus compte à peu près d'une perte de 30 minutes cumulées par jour, et par technicien. Hein, sachant qu'ils allaient dans les rayons, ils prenaient des pièces, parfois avec la limite quand même de la connaissance des référencements et éventuellement des changements de référence d'ailleurs, se rendaient compte que c'était pas la bonne, revenaient, pas forcément avec celle qu'ils avaient prise au départ, et donc il y avait aussi un magasinier qui à un moment donné s'arrachait un peu les cheveux en disant bon, ils sont gentils mes collègues, on s'entend bien, mais c'est vrai que de temps à autre, je me retrouve quand même avec des choses pas simples à gérer de mon côté, et finalement ce pseudo-temps que je gagne moi magasinier parce qu'ils se servent, finalement c'est pas bon du tout pour l'entreprise. Alors ça, je sais que c'est une pratique qui existe à certains endroits, on l'a constaté.
Et c'est vrai que ça se passe toujours dans la bonne entente. Parfois, vous avez un peu l'équivalence, c'est-à-dire que les mécaniciens ne vont pas chercher les pièces dans les rayons, mais ils attendent. Il y a un moment où on passe un temps sympathique, autour d'un café même, pourquoi pas, à discuter avec le collègue du magasin, tout simplement parce que on a commencé à travailler sur le matériel et puis on va chercher les pièces. Alors, une méthode pour rectifier ça consiste tout simplement à mettre en place une préparation des pièces. Alors, parfois, on arrive à l'anticiper, ce qui est toujours très intéressant. Tout simplement parce qu'on a quand même une proportion des travaux qui sont prévus sur l'atelier qui sont faits sur la base de rendez-vous. On sait que telle machine, tel matériel va nous être livré sur un plateau, bien sûr, ou peut-être apporté par l'exploitant s'il n'est pas trop loin, et on a prévu quelque chose. Dans ces cas-là, il est possible de préparer des bacs. Vous avez des exemples à droite, bon là c'est le petit chariot qui permet d'apporter aux mécaniciens. Et surtout, l'avantage de cette décision que Cécile et Paul ont pris avec leur équipe, c'est tout simplement de dire, voilà, il y a une seule personne habilitée à fournir les pièces, donc le magasinier, ou un des deux magasiniers en l'occurrence. Et quand on a des rendez-vous, on les prépare, grosso modo, 72 heures avant, 3 jours avant. Et là, si on regarde le gain avec le calcul qui est fait en bas, je vais vous le détailler un petit peu, celui-là. En fait, tout à gauche, vous apercevez qu'il y avait 30 minutes par jour qui étaient perdues par mécanicien, sachant que les mécaniciens, ils travaillent 220 jours par an. Donc, ça veut dire que pour 4 personnes, si on multiplie 30 fois 220 jours fois 4 mécaniciens, on perdait en fait un total de 440 heures. Quand je dis qu'on perdait, ça veut dire que pendant ce temps, c'est tout simplement un manque à gagner puisque ça ne correspondait pas à du temps facturé. À 65 € hors taxe de taux horaire, ça veut dire qu'il y avait quasiment un billet de 30 000 €, 28 600 € de main-d'œuvre. Et si on reprend par rapport au fait qu'on a 100 € de chiffre d'affaires pièce par heure vendue, si on reprend la marge liée aux pièces qui, bien sûr, découle de ces heures perdues, on arrive à un total de perte potentielle, de manque à gagner de 38 720 €. Donc, vous vous rendez compte, avec seulement 4 mécaniciens, de ce que ça peut représenter. Alors ça, c'est un calcul que vous pouvez faire à chaque fois que vous constatez des pertes de temps au niveau des mécaniciens. Alors, posez-vous la question, on va manquer de temps, bien sûr, mais je pourrais répondre à vos questions. Qu'est-ce qui peut faire perdre du temps aux mécaniciens ? On peut avoir parfois des outils qui n'existent plus ou qui ne fonctionnent plus, et c'est vrai qu'ils compensent autrement. On peut avoir aussi, parfois, ça arrive, un peu de nonchalance dans les équipes, un management qui n'est pas forcément adéquat. Et c'est vrai que à chaque fois, vous pouvez faire la multiplication. Alors, autre piste ensuite qui a été creusée par Cécile et Paul, c'est tout simplement de se dire, tiens, est-ce que finalement notre atelier est chargé correctement ? Alors, quand on regarde comme ça, on voit des gars, et des techniciens qui sont occupés. Et moi-même, si j'étais technicien dans un atelier où il n'y a pas trop de boulot, je ferais en sorte de faire durer, bien sûr, les travaux sur lesquels je suis. C'est pas de la malice, c'est simplement de la conscience professionnelle. Je veux pas qu'on me voit sans rien faire. Donc, j'ai tendance à passer un peu plus de temps, à passer la chiffonnette, à mettre, je sais pas, le frein filet là où j'en mettais pas d'habitude, enfin, toutes ces choses-là. Et là, quand, bien sûr, Cécile et Paul ont analysé dans le détail, ils se sont rendus compte que leur chef d'atelier avait tout simplement un joli cahier comme celui que vous avez à l'écran, et qu'en aucun cas, ce cahier avait les vertus de certains logiciels aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a parfois un peu un manque de charge, tout simplement parce qu'on est trop prudent avec un cahier. On va accepter un certain nombre de travaux, puis on sait qu'il peut y avoir des aléas. Et puis, on a aussi le fait, contrairement à un logiciel comme on voit apparaître à l'écran, on n'a absolument aucune mise à jour par rapport à ce qui se passe réellement dans l'atelier. C'est-à-dire que ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être tout simplement, on a gagné du temps sur une intervention, tout simplement parce que ça s'est mieux passé que ce qu'on imaginait, et auquel cas, un logiciel va se recadrer et permettre peut-être d'aller chercher du travail en plus. On peut citer Mecaplanning, c'est-à-dire que vous avez souvent des DMS, alors vous avez peut-être des choses comme Myrium ou d'autres qui ont effectivement déjà des plannings de charge. Alors ça dépend un petit peu aussi des options payantes que vous prenez ou pas. Mecaplanning, c'est quelque chose qui est intéressant de connaître, si vous avez l'occasion de vous renseigner là-dessus. Nous, on l'a croisé dans pas mal d'endroits, et c'est vrai que les chefs d'atelier qui travaillent avec ça nous disent « je ferai plus marche arrière, je ne travaillerai pas avec autre chose » parce que c'est vraiment totalement interactif, et surtout, il y a un écran, bien sûr, pour le chef d'atelier, mais il y a un écran dans l'atelier, ce qui permet d'avoir une très bonne visibilité. Avec ce type de logiciel, vous gagnez à peu près 15% d'heures facturées en plus. Ça, c'est la statistique réelle constatée dans les établissements, les ateliers qui utilisent ce logiciel. Alors là, on a refait le calcul, pareil, avec ces 15% en plus, à peu près 40 minutes, on va dire, par jour et par technicien. Et là, c'est un billet de 54 208 €. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça correspond ici à 12% de points de taux d'absorption des frais fixes, qui n'est pas anodin.
Une dernière hypothèse pour Cécile et Paul, pour aller balayer à nouveau quelque chose qui peut correspondre justement à un manque de fréquentation de l'atelier. C'est vrai que vous avez des périodes, des saisonnalités, mais vous pouvez avoir aussi, au moment où on s'y attend pas, je dirais un ralentissement de l'activité, ce qui, bien sûr, faut en connaître la raison. Et là, par rapport à ça, la question qu'on peut se poser, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait en matière de communication? Alors, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux sur des concessions matériel agricole à communiquer sur les réseaux sociaux, notamment pour présenter les matériels, faire état d'opérations que vous faites par exemple en plein champ, de façon à montrer à votre clientèle l'efficacité de vos matériels. Mais qu'est-ce qui est fait, point d'interrogation, qu'est-ce qui est fait pour exprimer le fait que vous avez un savoir-faire après-vente et qui est peut-être nécessaire de temps en temps d'anticiper les choses, peut-être vous allez faire des offres saisonnières, de façon à éviter que la saison creuse, ce soit un véritable gouffre. Ici, on a des exemples, en fait, où avec de la communication sur les réseaux sociaux, donc pas très coûteuse, simplement du temps, on va récupérer, là, on a quasiment 1 heure par jour, en plus, et par technicien, sur 90 jours, donc l'équivalent de 3 mois de saison creuse, par exemple. Et même calcul que tout à l'heure, avec, bien sûr, la main-d'œuvre que l'on récupère et les marges sur les pièces qui sont induites, un billet de 31 680 €. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, on a 7% de taux d'absorption des frais fixes. Alors ça combat parfois une idée reçue, où on entend, vous savez, la publicité, la communication, ça coûte cher. Alors c'est sûr que si vous êtes toujours dans l'idée de faire sur les supports, je dirais, qui fonctionnent plus, pas citer personne, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on s'est posé des questions, on a investi des sous, et alors qu'aujourd'hui, avec la communication digitale, les réseaux sociaux, on arrive, effectivement, il faut quand même que quelqu'un s'en occupe, je dirais c'est un peu de temps, mais on arrive à capter énormément de clients potentiels qui vous regardent là-dessus, qui sont souvent très connaisseurs de ce genre de sujet. Alors, si on va un petit peu avant les questions, résumer certains éléments de notre approche, donc vous avez vu qu'on a fait vraiment 3 approches différentes. Il y en a une que l'on n'a pas évoquée, je vais venir dessus tout de suite. Sur ce petit schéma, l'objectif étant d'aller, bien sûr, rehausser le plus possible notre taux d'absorption des frais fixes, 80% et plus si on peut. C'est vrai qu'on peut se poser la question des frais fixes. Est-ce qu'on a capacité à baisser les frais fixes? Alors, oui, je dirais c'est possible, mais dans des proportions qui vont vous donner des résultats nettement moindres que ce qu'on a vu précédemment. Je m'explique. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas, 3, 4, 5 établissements, 5 bases, et que vous vous dites, tiens, ils sont tous chacun à payer et commander, je ne sais pas, leur nettoyage des bleus ou les fournitures papier, etc. en local, qu'est-ce que ça donnerait si je fais un contrat groupé avec un fournisseur? Oui, vous allez certainement, effectivement, avoir un meilleur tarif. Est-ce que certains d'entre vous, autre question, rappellent chaque année un petit peu leur assureur, leur cabinet juridique ou d'autres prestataires comme ça pour dire, tiens, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, j'aimerais qu'on révise un petit peu le tarif. Les temps sont durs, ça peut être en plus un excellent motif en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Mais vous allez vous rendre compte que finalement, ça ne réduit pas tant que ça. Vous allez peut-être aussi avoir des gains, alors là, qui sont peut-être plus conséquents, en remplaçant tous les systèmes d'éclairage un petit peu à incandescence qu'on connaissait avant, si je puis m'exprimer ainsi, par bien sûr du LED, et pourquoi pas des installations panneaux solaires, on commence à voir ce genre de choses. Et c'est vrai que là, il y a un investissement, bien sûr, qui existe, mais au fur et à mesure du temps, ça se récupère à peu près sur 7 à 10 ans, vous allez faire des économies. Mais c'est vrai que le meilleur moyen d'augmenter la rentabilité de la prévente et d'augmenter le taux d'absorption des frais fixes, c'est de travailler les points qu'on a vus. Donc, améliorer la gestion de l'atelier. C'était le cas, bien sûr, avec le fait de chasser les pertes de temps pour nos techniciens. Le fait d'optimiser les outils informatiques, on se rend compte, alors, on a pris l'exemple du planning de charge, mais posez-vous la question aujourd'hui de combien de temps, par exemple en réception ou votre chef d'atelier, voire vos secrétaires, perdent de temps parce que vos écrans rament, comme on dit. Un écran qui rame, c'est normal aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de plus en plus de données qui transitent par les tuyaux Internet. Et là, ce sont vos serveurs. Les serveurs, si vous prenez des serveurs que vous avez achetés ne serait-ce qu'il y a 5 ans, en fait, le même aujourd'hui, il va valoir un peu moins cher et il va être entre 20 et 50 fois plus performant en termes de capacité. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut examiner. La communication, on l'a vu avec l'hypothèse sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il faut se dire qu'il est important de communiquer pour la prévente. Vous avez des concurrents qui le font. Vous avez tout simplement aussi des clients, exploitants par exemple agricoles ou des coopératives qui, à un moment donné, n'ont pas forcément toujours à l'esprit que ce serait une bonne idée d'anticiper l'entretien, la maintenance, etc.
Et puis, quand on parle d'enrichir son offre de service, c'est tout simplement d'apporter des activités supplémentaires. Je vous cite un exemple qu'on a croisé il n'y a pas longtemps. Location de matériel. Sur la base de matériel neuf et même d'occasion. Alors, ça permettait à la fois d'avoir un chiffre d'affaires supplémentaire en location pure, bien sûr, mais d'aller un petit peu plus remplir l'atelier parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait une équipe bien constituée. C'était un peu idiot de licencier, mais on avait moins de clients. Et c'est vrai que ça a permis en fait d'aller chercher des choses en plus en termes de rentabilité. Donc si on résume, vous allez voir apparaître un petit peu un résumé là sur l'écran. C'est vrai qu'avec ne serait-ce que les 3 décisions qui ont été prises par Cécile et Paul, il y a tout simplement 28 points de taux d'absorption des frais fixes qui ont été récupérés. Et c'est vrai que dans un atelier, ces 3 exemples-là, on les trouve souvent, mais vous allez pouvoir trouver beaucoup d'autres choses. Je parlais de l'outillage, je parlais du management, la façon bien sûr dont on laisse ou pas les clients entrer dans l'atelier, bon, même si c'est quelque part une sympathique tradition que d'avoir l'exploitant qui vient voir comment son tracteur avance avec le mécano et l'arpète. Mais bon, la conversation qui a lieu à ce moment-là, hormis le côté relation avec le client, elle peut être perturbante, elle peut faire perdre du temps, elle peut faire perdre le fil aussi de l'opération et qu'on soit obligé éventuellement de recommencer. Alors vous allez me dire, bon, chez nous, ça se passe bien, etc. Mais c'est vrai qu'on a croisé sur le terrain des cas de figure où on est allé jusqu'au litige, et ma fameuse pénalité au tribunal, parce que ça a mal fini l'histoire. Voilà. Alors peut-être avez-vous des questions. On est arrivé à la fin de ce rapide exposé, parce que c'est un sujet qui est très dense. Alors, première chose qui s'affiche à l'écran, si vous voulez en savoir plus, et là je vais vous faire une proposition toute simple, si vous voulez en savoir plus, vous avez mes coordonnées. En ce qui me concerne, je vous propose, et ça c'est quelque chose, un accord que nous avons avec la société Cramp, je vous propose éventuellement de venir poser quelques éléments de diagnostic sur votre organisation, chez vous, sur un de vos sites ou sur l'ensemble des sites, si vous voulez, sachant qu'en une demi-journée, je vous ferai une sorte de diagnostic, en quelque sorte, de tous les axes, en fait, tous les points déjà positifs de votre organisation qu'il ne faut surtout pas changer, mais également de tout ce qui peut être optimisé, donc des pistes, en fait, d'amélioration de la rentabilité. Après, le cas échéant, mais ça on en discutera sur place, je peux aussi, avec mon équipe, vous aider à déployer tout ça. Je redonne peut-être verbalement mon portable 06 16 83 62 68, 06 16 83 62 68. Vous pouvez m'appeler dès maintenant si vous voulez. Parfait. Merci à tous, merci Eric, et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce direct, n'hésitez pas à consulter notre replay. À très bientôt, merci. Bonne fin de semaine, merci.